Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous être fidèles. Ce matin, c'est la seconde partie de cette émission consacrée aux femmes savantes en islam. Des femmes dans le monde contemporain qui ont contribué amplement dans tous les domaines, scientifiques, littéraires et politiques. Pour en parler justement, Inès Safi, vous êtes scientifique, vous êtes chercheuse au CNRS et vous connaissez très bien cette problématique de la femme dans l'histoire de l'islam. Hamd Jambar, bonjour, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, vous êtes spécialiste des sciences arabes et islamiques. Alors, avant de revenir vers vous, regardez le document que Mohamed Chenaf nous a préparé. Regardez. Malik Jane est née en 1906, donc au tout début du XXe siècle, en Iran. C'est une femme qui est ancrée dans une tradition très ancienne. Elle est évidemment ancrée dans l'islam mystique. Et dès son plus jeune âge, elle apprend à lire, à écrire, elle étudie les textes sacrés. Et elle se prend de passion, en fait, pour tout ce qui est connaissance. Parce qu'elle croyait que, par la connaissance seule, l'homme peut arriver à lui-même et à la vérité. Je suis sûr que Kolsoum, c'est la personne la plus célèbre qu'on ait jamais eue dans cette partie du monde. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y aura jamais l'égal de Kolsoum. Ô mon cœur. Enfant, Kalthoum psalmodiait le Coran dans les mosquées déguisé en garçon par son père, un imam. Ô mon cœur, qu'est devenu mon amour d'antan? De siècle en siècle, les femmes savantes musulmanes ont marqué de leur empreinte le monde du savoir et de la connaissance. En 2001, l'écrivaine Nawal Saadawi, figure du féminisme dans le monde arabe, doit affronter la colère des fondamentalistes pour ses propos sur la religion. Un avocat islamiste l'accuse d'apostasie et demande l'annulation de son mariage. Nawal gagnera son procès. Depuis plus de 30 ans, elle et son mari ont fait de leur vie un combat pour la liberté. Le Maroc compte aussi des lieux de parole et de savoir au féminin. Asma Lamrabet est médecin biologiste de profession. Elle est aussi directrice du Centre d'études et de recherche sur la question des femmes dans l'islam. Elle y anime la réflexion sur les différentes lectures et sur l'application de la Moudawana, le code du statut personnel au Maroc. Le travail qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire un travail, si vous voulez, de déblayage. Tout ce qui a rapport avec la thématique des femmes en islam, nous sommes en train de revoir, de revisiter notre patrimoine. Alors, nous allons évidemment continuer à évoquer ces figures fortes qu'on a vues d'ailleurs dans le document de Mohamed Chenaf. Est-ce que les théologiens ont réagi d'abord à l'émergence de la femme dans le monde musulman à travers des contributions scientifiques? Une société patriarcale n'a rien dit sur ces femmes? Ahmed Djebar. Je voudrais juste donner un élément beaucoup plus sociétal, qui est une réponse indirecte. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les témoignages écrits de tel ou tel théologien. De toute façon, ce restera un témoignage individuel et qui ne peut pas exprimer la photographie de la société. Quelle est cette photographie? Nous l'avons un peu quand même grâce aux ouvrages biobibliographiques. Les téléspectateurs ne savent pas que les musulmans anciens, les arabes anciens, les citoyens de cette civilisation, eh bien avant le XIVe siècle, ils ont écrit des ouvrages exclusivement réservés aux femmes érudites. C'est-à-dire pour les référencer, pour parler de leur vie, pour dire ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont enseigné, qui étaient leurs élèves. Eh bien, j'ai recensé une quinzaine d'ouvrages écrits uniquement sur les femmes dans la civilisation de l'islam. Une moitié pour l'Orient et une moitié pour l'Occident musulman, l'Andalous en particulier, avec des références très précises, et une grande partie de ces livres nous sont parvenus. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu, depuis Aïcha... Donc, depuis l'époque du prophète. Absolument. Jusqu'au XIIIe siècle, parce que les choses vont basculer après, pour des raisons sociétales, etc., etc. Des milliers de femmes enregistrées comme femmes érudites, femmes d'activité économique, femmes politiques, femmes mécènes, femmes poétesses, femmes calligraphes,
femmes médecins, etc., etc. Des milliers. Un seul exemple, nous sommes au XVe siècle, nous sommes au Caire. Sahawi, qui est un grand biobibliographe, qui écrit un livre en plusieurs volumes, il consacre un volume complet pour décrire 1000 femmes qui étaient actives au Caire, dont 400 étaient des femmes érudites. Je pense que c'est une réponse, même partielle, qui peut satisfaire le téléspectateur. Alors, nous allons évidemment continuer à évoquer ces figures. Et à tout seigneur, tout honneur, cette femme, l'astre de l'Orient, dont on a regardé, écouté quelques mélopées, Kaltoum, c'est une artiste, mais c'était beaucoup plus que cela. Son impact sur l'imaginaire musulman est très fort. Inès Safi. Alors, pour moi, elle prolonge en fait la tradition, l'importance du chant dans la tradition islamique. Et il faut rappeler quand même à quel point le chant était en soi un art sacré, qui était capable de tourner les cœurs. Il y avait même, d'ailleurs, Chimel aussi cite le cas d'un sultan qui était complètement bouleversé par le chant d'une femme, qui était un chant sacré par ailleurs, et qui l'a amené vraiment sur le droit chemin, entre guillemets. Et rappelons qu'Kaltoum a commencé d'abord par réciter le Coran et chanter des chants religieux. Tout à fait. Et justement, je pourrais peut-être aussi en profiter pour regretter que cette place de la femme comme chanteuse aussi dans le cadre spirituel soit complètement refoulée maintenant par certaines mouvances intégristes qui considèrent déjà que même le chant est problématique, mais alors que ce soit la voix de la femme qu'on écoute, ça soit encore plus problématique. Alors, et donc je pense que oui, c'est un appel aussi à restaurer ça. Je trouve ça dommage vraiment qu'on se prive de cette dimension actuellement. Ahmed Djebar, l'intrusion d'une femme dans un domaine reconnu jusqu'à présent masculin, à savoir la musique et le chant, est une révolution en soi. D'abord, pour moi, Kaltoum, c'est mon enfance. Et donc, c'est une enfance radieuse, même si elle était très pauvre. Pourquoi radieuse? Parce qu'il y avait cette lumière qui venait d'Orient et qui venait de la voix d'une femme. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Et je devais aller l'écouter en cachette dans les cafés morts, là où le café coûtait 2 centimes. Et je n'avais pas d'argent pour payer le café. Donc, j'écrivais des lettres pour les ouvriers agricoles qui me payaient un café, mais ce n'était pas pour aider les ouvriers agricoles, que Dieu me soit miséricordieux, mais c'est pour continuer à écouter Kaltoum, au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que Kaltoum est la fille d'un imam. Moi, je suis le fils d'un imam, le petit-fils d'un mufti. Eh bien, Kaltoum, je savais d'où elle venait. Elle donnait cette image, effectivement, de cette lutte des femmes, par la voix, par l'art, qui ouvrait un avenir qui était encore fermé pour nous dans cette société qui était colonisée en Algérie. Alors, au même moment, justement, une femme contemporaine, Kaltoum, c'est Nawal Saadawi, qu'on a vu justement dans ce documentaire. Mais Nawal Saadawi, c'est un cas de figure assez exceptionnel. Elle était impliquée dans les combats de son pays, en Égypte. Oui, alors je pense que Nawal, effectivement, elle a un rôle à jouer, malgré ses controverses autour de sa position et de ce qu'elle dit par rapport à l'islam. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elle fait une critique pour moi d'une certaine mouvance quand même assez rigide, on va dire, par rapport à la situation de la femme, un rapport au texte qui est quand même un peu figé, et qu'elle fait cette critique en fait qui concerne en fait les 3 religions monothéistes. Sauf que ce qui est quand même assez signifiant, c'est qu'en Occident, on va juste rapporter ce qu'elle critique, sa critique de l'islam. Et on ne va pas s'intéresser au reste. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, puisque nous sommes, à mon avis, confrontés actuellement, au sein des 3 monothéismes, au même genre de problématiques vis-à-vis de la femme et du corps de la femme en général. Maintenant, effectivement, par rapport à Kaltoum, je voudrais quand même revenir là-dessus. Allez-y. Je voudrais rapidement dire que c'est pas pour moi une intrusion, puisque c'est une continuité. Et qu'il faudrait, à mon avis, encore étudier les miniatures, par exemple, persanes, ou ottomanes d'ailleurs, où on voit des choses mais absolument fantastiques, avec des femmes qui jouent avec des hommes d'ailleurs, de la musique, où on voit des femmes danser d'ailleurs même lors des festivals organisés par les Ottomans, par le sultan au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ce sont des miniatures réalistes entre guillemets, c'est-à-dire c'était vraiment dans le but de rapporter ces scènes festives assez impressionnantes. Et je crois qu'il y a vraiment là-dedans des choses absolument à tirer pour encore aller au-delà des stéréotypes actuels. Ahmed Djebar, nous sommes dans un contexte tout à fait nouveau, moderne, depuis le 19e, 20e siècle. Un débat donc va envahir le monde musulman sur le statut de la femme. Quels sont les principaux thèmes que la société musulmane allait connaître au sujet de la femme musulmane? Oh, vous savez, comme la société musulmane de la fin du XIXe siècle, à part quelques espaces, avait perdu
son niveau culturel du 9e, 13e siècle. Et donc, les membres de cette société vont fonctionner à partir d'une sorte d'héritage culturel dont le niveau avait beaucoup baissé et avait beaucoup perdu de son panache des 9e, 13e siècles. En particulier, avait beaucoup perdu de l'information sur le vécu de cette société qui, de plus en on avançait dans le temps, plus apparaissait comme plus moderne que le vécu des musulmans à partir du XIVe siècle. Et ça allait s'aggraver jusqu'au protectorat, colonisation, etc., etc. Donc, ils avaient une image de la société qui n'était pas l'image libératrice de ce que j'appelle l'islam premier du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, où, malgré les contraintes liées, évidemment, aux grandes traditions des grandes civilisations d'Orient et puis d'Occident, où le statut de la femme n'était pas un statut égal par rapport à l'homme, où elle avait quand même, dans la société musulmane, comparé à ce qui va se passer après, un statut beaucoup plus ouvert, plus dynamique, disons, sans faire de l'apologie de cette société. Eh bien, ils vont garder les éléments qui vont plutôt opprimer la femme et qui vont réduire le statut de la femme. Quelle est l'explication? Parmi les hypothèses que l'on peut avancer, c'est que probablement c'est une réaction au niveau des mentalités de la société, comme toute société agressée, lorsque la société musulmane, dans sa globalité, de Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou, va se sentir agressée de l'extérieur par les grands événements des XIIe, XIVe siècles, les croisades, les invasions mongoles, les catastrophes climatiques, la grande épidémie de 1348, la grande peste qui va tuer des millions de personnes, d'ailleurs en Europe et dans l'espace musulman, eh bien, la société va se refermer sur elle-même. Elle va se mettre dans une coquille. Donc elle va avoir une attitude défensive. Et quand on est dans une attitude défensive, eh bien, on pense que pour survivre, il faut éliminer tout ce qui faisait la prospérité de la société avant, tout ce qui faisait la dynamique, l'inventivité, la créativité. Et le comportement des femmes du 9e au 13e siècle, c'était de la créativité, c'était de la dynamique, parce que je sache, les théologiens ne pouvaient pas condamner les femmes à être de grandes érudites, de grandes théologiennes, puisqu'ils allaient assister à leurs cours. Nous avons des témoignages où des dizaines de théologiens assistaient à des cours de femmes érudites, plus érudites qu'eux. Et ça, c'était une normalité entre le 9e et le 13e siècle. Pourquoi ce n'est plus une normalité après le 14e siècle? Parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avons la fainéantise de ne pas étudier aujourd'hui. C'est ce qu'il faut dire aux téléspectateurs. Faites étudier à vos enfants. Étudiez vous-même l'histoire, votre propre histoire. Ne l'écoutez pas de la part de gens qui ne l'ont même pas maîtrisé, qui ne connaissent même pas toutes les phases de cette histoire. À ce moment-là, vous verrez, à la fois vous allez libérer votre esprit, et peut-être vous allez préparer la libération des femmes de la société musulmane. Oui. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même certains éléments qui ressurgissent, que je découvre de temps en temps, et qui vont à l'encontre effectivement d'une image où tout serait noir. Donc effectivement, pour rester un peu dans les tons gris, je dirais, au XIXe siècle, par exemple, il y a parmi les poètes spirituels les plus importants en Iran, c'est quand même une femme qui s'appelle Bibi Jamel Khatun. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a été éduquée, je dirais, elle a reçu l'éducation de la part de son grand frère, qu'elle s'est mariée à son maître, illustrant en quelque sorte cette alliance entre amour et connaissance qui ne se séparait pas dans la tradition islamique, et que c'est son mari qui l'a incité à écrire son diwan de poésie qui est absolument fabuleux. Donc c'est quand même son mari qui l'a poussé dans ce sens, et qu'il y a eu aussi même des souveraines, par exemple, il y a des souveraines à part entière sous l'Empire ottoman, mais il y a aussi des souveraines en Inde, des musulmanes. Et il y a eu même une série de 4 femmes, et ça c'était jusqu'au XXe siècle, avant même que l'Inde supprime la royauté. Donc je crois que ce qui s'est passé aussi, par exemple, au XIXe siècle, c'est qu'il y a eu un engouement dont je ne connais pas la cause pour la calligraphie, qu'il y a eu beaucoup de calligraphes femmes, ça veut dire qu'elles étaient aussi instruite. Et j'aimerais quand même rappeler que le taux d'alphabétisation en Algérie, par exemple, au XIXe siècle, était nettement supérieur à ce qu'il est devenu après sous la colonisation. Et il y a eu même des femmes qui ont accompagné l'émir, qui étaient parfaitement l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, voilà, qui était complètement lettré. Oui. Justement, on va continuer à dérouler cette
très belle aventure des femmes dans le domaine de l'islam, après le savoir, l'érudition. Voici venir le temps des femmes intellectuelles en cette période du XXe siècle. Des femmes qui vont faire une intrusion, cette fois-ci, dans le champ de la citoyenneté, précisément pour réclamer plus d'égalité. Voici quelques exemples de ces femmes qui sont devenues des emblèmes pour leur société. Regardez. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. De l'exégèse du Coran et de la tradition prophétique, de la mystique aux sciences exactes, de la spiritualité à l'engagement politique, les femmes ont marqué de leur empreinte l'histoire en islam. Siégeant en session spéciale, les parlementaires ont voté la destitution du président Abdurrahman Wahid et élu Madame Megawati Sukarnoputri à la présidence de la République. Elle est ainsi devenue la 5e femme à diriger un pays à majorité de population musulmane, après Benazir Bhutto du Pakistan. Dans l'époque moderne, Fatima Mernissi est l'une des pionnières de l'exégèse au féminin en terre d'islam. Elle n'a jamais cessé d'inciter à sortir du discours traditionnaliste et d'élaborer une réforme de l'intérieur même de l'islam. Outre ses nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, Fatima Mernissi anime des ateliers de réflexion et d'écriture et croit en l'avènement d'une révolution numérique qui serait menée par les nouvelles générations de femmes. Comme toutes ces femmes astronomes, Fatoumata Kébé, étudiante en thèse d'astronomie, a bien l'intention de réaliser son rêve. Quand je vois ces 18 portraits de femmes, mais ça me motive encore plus à travailler. Parce qu'enfin, je les vois, il n'y a rien qui les cache. Et c'est pour ça que je me suis dit, franchement, si je peux participer, contribuer, allons-y. Au lieu de regarder le domaine du spatial et de l'astronomie sous un regard technique, scientifique, c'est un regard plus humain. On voit les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et en plus, elle donne la place qu'occupent les femmes depuis des années dans la conquête spatiale. On les voit enfin et on leur donne la voix. Assia Djebar est l'une des femmes savantes qui ont marqué le XXe siècle dans le monde. Elle était sans doute la plus célèbre des romancières francophones du Maghreb et la plus primée. Elle fut le seul écrivain d'origine maghrébine élu à l'Académie française. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire et cinématographique d'une grande richesse. Assia Djebar est décédée le 6 février dernier. Ahmed Djebar, des noms célèbres que nous connaissons, que nous apprécions aussi, vient d'être cité. C'est véritablement l'intrusion de la femme dans la chose politique. Et elles le font avec beaucoup de réussite, notamment lorsqu'on voit des femmes musulmanes devenir présidentes de la République. C'est nouveau, c'est le XXe siècle. Pour le XXe siècle, c'est nouveau, mais si je puis me permettre, il y avait une tradition islamique très ancienne. Si les téléspectateurs me le permettent quelques secondes, il y a au XIIIe siècle Dhaifa Khatoun, qui était reine d'Alep pendant 6 ans, sans coup d'État, sans rien du tout. Il y a Sitt el-Moulouk, qui est du Xe, XIe siècle, régente fatimide, chiite, du successeur al-Hakim, qui a été assassiné parce qu'il était un peu dérangé. Et alors c'est quand même l'époque, il a été mécène du plus grand physicien arabe et musulman, dont on fête aujourd'hui, cette année, grâce à l'UNESCO, eh bien, sa production et son apport, c'est Al-Hassan ibn al-Haytham, mort en 1041. Shajarat ad-Durr, XIIIe siècle, reine d'Égypte, à la fin de la dynastie Ayoubide, et prélude à la dynastie Mamelouk, juste à la fin donc des croisades, et Razia, une sultane du royaume de Delhi, de 1236-1240. Donc je suis sûr que la présidente indonésienne ne connaissait pas tous ces noms.
Mais si elle avait connu ça, ça l'aurait encore encouragé beaucoup plus, parce qu'effectivement, il y a une belle tradition. Mais qu'est-ce qui fait que cet oubli de ces femmes aussi célèbres, comment se fait-il qu'on a complètement évacué de la mémoire ces personnes qui ont dirigé des empires? Alors justement, c'est ça la question, parce que c'est une question essentielle. Et il y a encore la liste, j'avais aussi votre nom, mais évidemment le temps ne le permet pas. D'ailleurs, Fatma Mernissi a écrit un livre là-dessus, à propos des sultanes oubliées. Et je pense que sur le plan pédagogique et sur le... Pour moi, ça me paraît vraiment urgent de pouvoir établir ces figures, ces héroïnes, que notre imaginaire soit peuplé de ces exemples de femmes. Parce qu'on parle, par exemple, d'héroïnes. Évidemment, quelqu'un comme Jeanne d'Arc, c'est une légende, mais c'est quasiment mondialisé. Alors que nous avons des figures féminines, des femmes qui ont vraiment été qui ont de très belles histoires. La fille de Momtaise, par exemple, qui était à la fois une princesse et une sainte. Pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas? Même moi, lors de mon éducation en Tunisie, jamais je n'ai été confrontée à ces histoires. Il a fallu vraiment un peu fouiller par moi-même et j'en découvre tous les jours. Et donc je pense que nous avons besoin de ces figures comme référence à la génération actuelle, et de femmes et aussi d'hommes. Et c'est ce que fait aussi cette émission, évidemment partiellement, puisque la liste est très longue et on aimerait même qu'il y ait une émission pour chacune d'elles. Donc c'est effectivement aussi une image, je pense que les conquérants aussi, avec la colonisation et l'impérialisme et la supériorité économique, fait que l'histoire est réécrite aussi par les conquérants, par les vainqueurs. Et que quelque part, on ne s'intéresse pas nécessairement à ces figures parce qu'on s'intéresse plus à ce qui va renforcer nos clichés sur l'islam qu'à ce qui va à l'encontre de ces clichés, malheureusement. Alors, tout au long de ces deux émissions, nous avons parlé surtout des femmes dites savantes, des femmes qui ont produit du savoir. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié finalement l'extrême majorité des femmes de tous les jours qui, à défaut de produire du savoir, ils ont produit du savoir-faire, Ahmed Djebar? Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, comme dans toutes les sociétés, comme ce sont les citadins qui écrivent l'histoire des peuples, donc l'histoire des citadins avant l'histoire des paysans, et en général on oublie les paysans, soit parce que les paysans ne parlent pas, soit parce qu'ils n'ont pas d'archives, mais à défaut d'archives, il y a l'archéologie agricole, l'archéologie tout court, bien, soit parce qu'il y a un comportement, une mentalité culturelle de l'élite qui écrit l'histoire de tous les autres à travers son propre filtre. Alors pour la civilisation de l'islam, il est évident que tout ce qui a été produit comme art inégalé parfois, dans la tapisserie, dans la décoration, il est connu aujourd'hui que la majorité des artisans de cet art sont des femmes. Et précisément parce qu'elles ne sont pas connues, qu'elles n'ont aucun représentant, aucun nom, qu'elles représentent la majorité. Et aussi parce que cet art est classé dans le cadre des savoir-faire, et donc il n'a pas le statut des savoirs savants, qui sont évidemment écrits, qui sont catalogués, qui ont un statut dans la société, et qui ont des prix, j'oserais dire des prix aujourd'hui. Voilà. Donc il y a ces savoir-faire. Il y a les savoir-faire aussi de tout ce qui est décoration des maisons. Par exemple, décoration des nattes, décoration des ustensiles. Or, ces décorations contiennent parfois même des résultats scientifiques qui sont étudiés par des grands spécialistes aujourd'hui qu'on appelle des ethnomathématiciens. Eh bien, c'est le cas, par exemple, de toute l'histoire artistique du Maghreb, de l'Atlantique jusqu'au Djebel Nefoussa en Libye. C'est l'histoire, la préhistoire de la science. Elle est encore écrite dans de la vaisselle, sur les murs des maisons, dans des nattes et évidemment sur la pierre. Et ça, ce sont toutes pratiquement des femmes qui sont les artisanes de cet art. Alors, par les temps qui courent, un certain obscurantisme voudrait que la femme soit considérée comme plutôt un sujet de deuxième zone. Est-ce que finalement la femme ne sera pas l'avenir de la société musulmane? Inès Safi. Alors, je pense que je ne pourrais pas dire non, évidemment. Je crois qu'il y a effectivement vraiment beaucoup de poussière à enlever, d'abord par rapport à toute une richesse, une littérature très riche, hein, sachant qu'il y a des millions encore de manuscrits à découvrir, parce que je pense que cette génération, dans notre monde actuel, nous avons besoin d'avoir plutôt à nous relier à quelque chose dont nous avions été coupés, à la fois
sous la colonisation, mais ce qui a suivi aussi, et qu'il serait plus pédagogique, effectivement, de donner ces références aux jeunes que de leur dire, voilà, l'Occident vous donne ses leçons. Et je crois qu'il y a aussi une recherche chez les femmes que nous avons citées, comme Fatma Mernissi en particulier, qui est vraiment remarquable, d'une sorte de féminité qui ne soit pas un cahier de charges établi à l'occidental avec certains critères pour dire qu'est-ce qu'une femme émancipée. Je crois que nous avons à chercher effectivement dans notre tradition, mais évidemment avec un regard sur l'avenir, avec une créativité, parce que je crois que Dieu lui-même est un créateur incessant, et nous ne pouvons pas nous figer sur effectivement des textes anciens. Il y a vraiment aussi, en même temps que de, je dirais, répandre ces fleurs, il y a aussi à éviter que les mauvaises herbes prolifèrent, comme plusieurs paroles prophétiques, etc., qui sont vraiment auxquelles on s'attache, et qui a vraiment une restructuration aussi intellectuelle à faire là-dessus. Mais le sujet est très vaste. Ahmed Djebar, sur justement le contexte de la femme musulmane aujourd'hui et les défis qui attendent précisément ces sociétés. Il y a d'abord beaucoup d'éléments, quand même, qui, lorsqu'ils sont rapprochés, donnent de l'espoir. C'est malgré les mauvaises gouvernances, donc ça c'est le domaine politique, où on ne fait pas assez, en particulier dans le statut des femmes sur le plan textuel, même si les textes ne suffisent pas pour faire bouger la société, mais quand même c'est un minimum syndical si j'ose dire, malgré les grandes pesanteurs des sociétés elles-mêmes, avec leurs spécificités d'ailleurs, pesanteurs qu'on ne peut pas imputer à tel ou tel écrit sacré, qu'il soit d'ailleurs un écrit sacré de telle ou telle religion monothéiste, mais plutôt à l'interprétation et au vécu de ces textes sacrés par la société, avec une dominante quand même, qui est une dominante homme, au sens culturel bien sûr, puisque la femme est la moitié de la société, pourquoi elle ne serait pas la moitié du ciel ? Tout simplement. Je dirais, si je peux me permettre, Ibn Arabi, le grand andalou, disait qu'un lieu qui n'est pas féminisé, il ne peut pas avoir de salut. Donc je dirais, al-makan alladhi la yu'annath la yu'awwalu alayh. Donc je vous inviterai aussi à avoir plus de présence féminine dans ce studio. C'est aussi une étape. On en a fait la démonstration ce matin avec vous, évidemment. Merci infiniment de nous avoir éclairés. C'était pour nous une façon, je dirais, extrêmement confirmée de rendre hommage aux millions de femmes musulmanes, lettrées ou pas, qui contribuent tous les jours à l'essor, à l'élaboration d'une société musulmane civilisée. Merci infiniment. Alors, un certain nombre d'ouvrages nous ont aidés à préparer cette émission. Anne-Marie Chimel, L'islam au féminin, la femme dans la spiritualité musulmane, aux éditions Albin Michel, c'est un classique aujourd'hui que nous recommandons. Une thèse d'État soutenue en 1913 à l'université de Paris 1 Sorbonne sous l'égide du professeur Lévi Brûle, Mansour Fahmi, un intellectuel égyptien, la condition de la femme en islam. Il est un précurseur justement de la discussion du statut de la femme aux éditions Aléa. Assia Djebar, écrivaine, membre de l'Académie française qui vient de nous quitter récemment. Nulle part dans la maison de mon père, c'est une écrivaine, c'est une femme qui a aussi contribué au combat de son pays pour sa libération. Aux éditions Babel. Et puis toujours avec ces femmes célèbres dans le monde arabo-musulman, Fatima Mernissi, sous le sultan oublié, vous en avez parlé tout à l'heure, femme chef d'État en islam chez Albin Michel. Et puis sous la direction de Fadila Mehal, qui est une élue parisienne, Marianne au pluriel, les femmes et la diversité dans la République, aux éditions de l'Atelier. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche, excellente semaine. Au revoir. اللهم صل وسلم